C'est ainsi que nous aurons l'honneur de commencer le premier panel avec monsieur le professeur Mohamed Louedi. Mohamed Louedi est diplômé de l'université de Wisconsin-Madison et de l'université de Petersburg. Il a enseigné à l'université de Petersburg aux États-Unis, l'université du Québec à Trois-Rivières, Canada, l'université Concordia, Canada, les Higher College of Technology, Dubaï et l'université américaine de Beyrouth, Liban. Il est présentement enseignant à l'Institut supérieur de gestion de Tunis et conférencier. Il continue à vulgariser le rôle des innovations technologiques et l'éthique, ainsi que leurs effets sur l'économie et la société. Il est l'auteur ou le co-auteur de 6 livres et de 38 articles de recherche ou communication sur l'éthique et les systèmes d'information de gestion des entreprises. Dans cette conférence, Dr Mohamed Louedi nous parlera des mesures de l'étendue des effets de l'intelligence artificielle sur la recherche. Avec beaucoup de joie. Applaudissez s'il vous plaît, Monsieur Mohamed Louedi. Bonjour messieurs, dames, nous allons commencer. Je vais essayer de faire aussi court que possible. Est-ce que vous m'entendez? Le thème de la conférence est vers une science ouverte, une nouvelle approche méthodologique artificiellement intelligente. Ça ne me convient pas beaucoup, je vais changer ça. Vers une science ouverte, de nouvelles approches méthodologiques intelligemment artificielles. Il s'agit peut-être d'apprendre aux humains d'utiliser l'intelligence artificielle qui nous entoure aujourd'hui. Alors, c'est mieux comme ça? J'espère que ça marchera. Alors, ça qui ne marche pas. Là, ça marche pas. 7 septembre 2023, la revue Time Magazine, excuse, je crois que c'est a affiché les 100, a identifié les 100 personnes les plus influentes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous les voyez toutes là. J'ai vu la liste, j'ai repéré 10 musulmans et arabes. Celui-là, vous le connaissez, je pense. C'est monsieur Alter, Steve Alter, et c'est le PDG de OpenAI. Altman plutôt. Pas d'autres sont là. Alors ici, c'est le PDG de DeepMind. Celui-là, je ne crois pas qu'il ait besoin de le présenter. Ces gens-là, c'est le Google, ici et là. Microsoft, ça c'est des indépendants, lui aussi. Ces trois-là. A eu le prix équivalent du prix Nobel en 2018, le prix de ACM pour l'IA. Est-ce qu'on peut rapprocher le PC un petit peu? Ça fait bizarre de parler d'intelligence artificielle qu'on l'informatique. Vous avez identifié ici le dernier venu, qui il y a quelques mois a proposé ce qu'on appelle un NLM, Large Language Model, ou les grands modèles de langage, avec sa version de Mistral. Bien, alors, c'est la brochette de personnes que j'ai personnellement identifiées. Ce sont celles que j'écoute régulièrement pour savoir où nous en sommes dans le monde en matière d'intelligence artificielle. Alors, si je vous parlais de ChatGPT, je pense que la plupart d'entre vous identifieront ce que c'est. Je sais que tous mes étudiants savent ce que c'est. D'où une nette amélioration de leurs travaux, la qualité de leur rendu. Maintenant, ils écrivent des emails simplement parce qu'ils savent les écrire. Et ils me donnent des travaux dans lesquels j'ai peine à utiliser mon stylo rouge. Ce qui fait que ce qui est bizarre, c'est qu'arrivé à l'ère digitale, j'en sois revenu à l'ère orale. Je ne prends plus de travaux digitaux, ni de travaux écrits.
je les mets au tableau, et c'est là que j'ai peut-être l'espoir qu'ils vont me donner un travail de leur cru. En attendant qu'ils arrivent à la techniquement de mettre des oreillettes, comme George Bush a fait lors des débats électoraux aux États-Unis d'Amérique. Et il pourra même aller au tableau et écouter ce qui se passe dans l'emploi. Alors ici maintenant nous avons GPT-4, c'est ChatGPT 3,5, chaque fois qu'on dit ChatGPT c'est 3,5, maintenant on passe à GPT-4, éventuellement nous allons passer à GPT 4,5, peut-être pas GPT-5, certainement pas GPT-6, et je vais peut-être vous dire les raisons de cela au cours de la présentation si elle se déroule pas. D'autres modèles sont ceux de Bing, de Bard, Gemini, cela c'est Google, ça c'est Facebook ou Meta, et Chinchilla, qui est à mon sens le plus efficient, parce qu'il ne contient que 70 milliards de paramètres, comparé à celui qui est le plus proche, qui est 4 fois plus grand. Avec 60 milliards de paramètres, il peut concurrencer les meilleurs. Pour le moment, j'utilise Bard et Bing, qui dépasse de loin 3,5. Je n'ai pas $20 à mettre tous les mois pour une simple amélioration de cosmétique entre GPT-4 et ChatGPT. D'autres sont apparus depuis, ChatSonic, Perplexity, qui fait le bonheur de certains comptables, je ne sais pas pourquoi, Ask AI et Claude. Et puis bientôt, il y en a bien autour. Et Mistral, bien sûr, le français, le tout dernier venu, The New Kid on the Block. Alors, combien maintenant? En 2024, il y a eu des statistiques comptant le nombre de modèles qui existent actuellement. La liste se trouve ici, et il y en a 233 aujourd'hui. 233 modèles différents du cru de ceux que je vous avais montré. Donc ChatGPT n'est pas le seul, et il n'est certainement pas le meilleur, comme je vous dis. Il suffit qu'il y ait Bard pour le dépasser à plein de. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que tout ça dépend de quelque chose de très très simple qui s'appelle le dataset. Et le mot dataset est entré dans notre vocabulaire. Dataset, training set, les deux vont de pair, mais surtout dataset ou dataset, les deux prononciations sont correctes, qui sont à la base de tout ce qu'il y a. Et tout cela a commencé en 2010 lorsque The Economist a apporté cette histoire de data au grand public. The Economist, c'est un grand magazine britannique qui s'occupe et se préoccupe de tout ce qui est nouveauté, voire des innovations technologiques. Et ils ont sorti cette histoire de data deluge, le déluge des données. Et vous voyez ici l'illustration que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui vous arrive, nous sommes les producteurs de données. Et alors on a commencé à parler de data warehouse, et puis de data mining, de data store, data mart, data set. Et les data, il y en a partout. Je crois que j'ai oublié de mentionner database et data bank, mais qui sont data lake, bien sûr. Et les données sont la base de tout ce qu'il y a, comme vous le savez. C'est grâce aux données accumulées. En fait, c'est la conjugaison entre l'intelligence artificielle et le big data, récemment traduite en mégadonnées en français, qui a fait que nous avons la vitesse de calcul, la puissance de calcul des supercalculateurs, puis les avalanches de données que nous avons de l'autre côté. Les deux donnent des résultats époustouflants que nous voyons tous les ans. Et les données sont devenues une sorte d'empereur, Napoléon, Napoléon, qui nous entourent, nous en fournissons, nous en prenons, nous en consommons. Et il semblerait que les data sont devenus le centre de tout ce qui nous entoure. Et nous, informaticiens, nous avons modèle de données, modèle de traitement. Les données ont trouvé leur place, sauf que pour la théorie et la recherche, ce n'est pas tellement une bonne nouvelle. Parce que, à part pour Héraclite et Galilée, nous ne nous basons pas tellement sur les données pour théoriser. Nous faisons des observations, nous dégageons des théories qui génèrent des modèles que nous devons après valider ou invalider grâce aux données. Les données viennent à la fin. Ça on appelle le modèle déductif plutôt qu'inductif. Alors, data deluge, d'où est-ce que ça vient? Il faut remonter en 2008 à la publication de cet article dans le très respecté Wired Magazine par M. Chris Anderson, et qui nous dit que the end of theory, theory is dying, we don't need theory anymore. It's all data. Alors, c'est inquiétant ce qu'il dit parce que
pour nous autres chercheurs, les assertions de ce genre-là ne sont pas nécessairement rassurantes. Alors, qu'est-ce qu'il dit, M. Chris Anderson? With enough data, the numbers speak for themselves. Faced with, bon, on va parler notre langue. Avec suffisamment de données, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus besoin de théorie. Il ajoute, face à des données massives, cette approche de la science, laquelle, dans celle de Socrate, hypothéser, modéliser, tester, devient obsolète. Il n'y a plus de théorie, plus besoin de faire cela. Nous avons affaire à des données complètes, totales, concernant tout ce qui bouge et tout ce qui respire. La corrélation remplace la causalité et la science peut même avancer sans modèle cohérent, sans théorie unifiée, voire sans aucune explication. C'est très inquiétant ce langage. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Que nous n'avons plus besoin de, plutôt que de nous adresser à la population, de faire des échantillons, nous allons directement à la population. Nous n'avons plus besoin de faire des intervalles de confiance, nous n'avons plus besoin de faire des statistiques inférentielles. En fait, nous avons face à nous la population tout entière et tout ce qui découle de la population est valide à force. Alors, parlons-en de ces corrélations et après on va parler de causalité. Et nous avons tous des problèmes à expliquer la différence à nos doctorants au départ, parce que ça leur semble évident, ça ne l'est pas tellement. Corrélation, association, causalité, etc. Et je me rappelle, M. Allah, Mohamed Salah Al-Jab, dont j'étais étudiant, qui un jour nous avait dit nous avons deux séries de données, la consommation de Coca-Cola et la température. Qu'est-ce qui cause l'autre? Est-ce que c'est la température qui cause la consommation de Coca-Cola ou c'est est-ce qu'en buvant du Coca-Cola que la température va augmenter? Ça lui semblait évident, pas à nous. Il nous disait qu'en fait, plus la chaleur augmentait, plus nous consommions du Coca. Nous avions pris une pause, il pleuvait, nous sommes allés à la buvette, nous avons bu du Coca et tout d'un coup il y avait du soleil. Et nous lui avons dit voilà, c'est parce que nous avons bu du Coca. Évidemment, nous plaisantons. Alors, parlons de la corrélation ou de l'association. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Sousse, dans une des universités là-bas. Il y avait une étudiante qui présentait sa recherche et qui a montré une corrélation entre l'âge de l'entrepreneur et le succès de la start-up. Et elle pensait que c'était un résultat intéressant et pas mal. Qu'est-ce que nous pouvions faire de la corrélation qui réunit l'âge de l'entrepreneur et la réussite de la start-up? Est-ce que nous allons dire à un entrepreneur, tu es trop vieux, laisse le champ à plus jeune que toi? Ou est-ce que nous allons subventionner uniquement des projets des jeunes parce que ceux-là sont garantis d'avoir plus de succès? C'est une corrélation, on ne sait même pas ce que ça vaut. Une des professeurs présentes m'avait dit, c'est une corrélation, c'est scientifique. J'étais resté pantois, je n'ai pas pu répondre parce que je n'étais pas du tout d'accord, parce que je suis au courant de cela. Ici, nous avons le nombre de personnes tuées par brûlure. Entre quelle année? Entre 2000, c'est 8 ans de données. Ce côté-là, on va voir avec quoi c'est corrélé, avec l'âge de Miss Amérique. Corrélation 0,99. Vous me direz si c'est scientifique. Il y en a tout plein, mais comme ça, il y en a maintenant qui en a fait la cohérence, on va en faire une autre avec plaisir. Ça, c'est les sommes dépensées pour l'acquisition d'un animal de compagnie. Un pet dog, par exemple. Alors, combien on dépense, ça augmente, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, parce que peut-être les gens deviennent plus vieux, et ils s'achètent des chiens. Alors, c'est corrélé avec quoi? Le nombre de personnes décédées suite à une chute d'escalier. Encore une fois, corrélation parfaite. Vous me direz scientifique, vous repasserez. Alors, on va aller voir l'article qui, justement, s'est publié dans Science en 2015, et qui nous donne, c'est un article brillant, et même le titre m'inspire un display of brilliance. Qu'est-ce qu'on a ici? Une série de corrélations. Ici, nous avons Computer Science Doctorates Awarded, combien de doctorants ont eu leur diplôme, corrélé avec Aggregate Comic Book Sale, les ventes de livres comiques. Scientifique, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas le genre de science que je connais. Undergrad enrollments at Yale University. Comme on dit ici, le nombre d'inscrits, corrélé avec injuries related to falling television. Qui est-ce qui va mesurer ça? Combien est-ce que personnes sont blessées suite à une chute de télévision? Etc., etc. C'est pour vous dire qu'en fait, nous pouvons réellement faire dire ce que nous voulons à des données, pourvu qu'elles soient massives. Alors, on va parler de M. Ronald Coase, on va faire plaisir à nos amis économistes. J'ai encore quelques amis là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? The nature of the form, c'est son chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, if you torture the data long enough, it will confess to anything.
Si vous triturez les données suffisamment, elles vous diront ce que vous voulez. Nos étudiants savent en fait que... ça me dit qu'il me reste 5 minutes. Je ne crois pas que je finirai en 5 minutes, mais vous faites patient s'il vous plaît. If you torture the data long enough, ce qui signifie que les statistiques, les données peuvent dire ce que vous voulez pourvu que vous en ayez assez. Et c'est vrai. En fait, c'est pour ça que lorsqu'on fait des techniques d'échantillonnage, il y a un minimum dicté par le théorème central limite, 30 observations, et ça sera peut-être normal, mais on ne peut pas avoir plus que ça parce qu'après ça, nous allons avoir des corrélations qu'on appelle en anglais spurieuses. Alors, The Infinite Monkey Theorem est un théorème qui en fait est là pour ridiculiser cette idée. Qu'est-ce qu'il dit? Ou la parabole des monkeys. Ils disent, c'était une idée de M. Thomas Henry Huxley, reprise après par M. Elie Borel. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si vous avez 1 million de singes, chacun doté d'1 million de machines à écrire, qui vont taper pendant 1 million de jours jusqu'à l'infinité, l'un d'eux, au moins, pourra taper un texte de la qualité d'une pièce de Shakespeare telle que Hamlet. Alors, comment est-ce que c'est possible? 1 million de singes, 1 million de machines, 1 million de jours, par pure chance, nous allons tomber sur quelque chose qui vaille la peine, comme une pièce. Alors, Hamlet compte près de 30 000 mots et 130 000 lettres, je suis allé compter, quelqu'un a calculé la probabilité, c'est 1 sur 3,4, 10 à la puissance 120 en 1946. C'est-à-dire c'est infiniment petit. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est pas zéro. C'est-à-dire qu'un jour, oui, il y aura un singe, sans le savoir, il va écrire un texte qu'il ne comprendra pas. Que ce soit Homère, que ce soit l'Iliade ou l'Odyssée, cela est possible statistiquement parlant, parce que, comme Silam, je viens de le dire, ce n'est pas égal. Et ça, c'est le problème des masses de données. Pour ceux qui sont intéressés par les supercalculateurs, je le suis. En avril 2009, le supercalculateur de l'époque avait calculé pi, parce que c'est comme ça qu'on mesure la puissance de calcul des ordinateurs. Alors, combien de chiffres après la virgule? À l'époque, ils ont calculé à 2,5 000 milliards. Maintenant, nous sommes, je crois, à 70 000 milliards de chiffres après la virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez, derrière la virgule, vous allez aller là où personne n'est allé avant vous. C'est un sentiment extraordinaire. C'est ce qu'un Japonais a fait, M. Takahashi. Il est allé voir et il est allé scruter les chiffres qui sont après la virgule. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé cette série-là 6 fois. Parmi les 2,5 000 milliards à la pensée, 70 000 milliards. Il a trouvé ceci, de 9 à 0 à la lettre, 5 fois. Il a trouvé ceci une fois. Il a trouvé ceci une fois. Alors la probabilité de chacune déjà est très très faible. Imaginez la probabilité d'avoir tout ça en même temps. Ce qui supporte encore l'idée du théorème des singes. On peut continuer, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la bibliothèque de Barrel. C'est une idée imaginaire, imaginée par M. George Louis Borges. Il a dit, imaginez une bibliothèque où il y a une infinité de livres, dans une infinité de langues, dont certains disent la vérité, mais tous ils disent toute la vérité, et dans d'autres, ils disent tous les mensonges que vous pouvez imaginer, et c'est tous les livres qui ont été écrits, et les livres qui sont à venir, qui n'ont pas encore été écrits. Est-ce que vous allez tomber sur la vérité? La réponse est oui, sauf que lorsque vous le ferez, vous ne saurez même pas si c'est ça la vérité. Parce qu'il y aura une probabilité pour que vous soyez tombé sur un mensonge tout autant. Ce qui veut dire, le sommaire de mon discours ici, ce n'est pas les quantités de données, que ce soit big data ou méga données, ce n'est pas ceci qui va vous dispenser d'avoir une théorie, parce qu'une masse de données, en fait, c'est comme un tas de pierres. Une maison, c'est un tas de pierres, et un tas de pierres, c'est un maison. Alors, on va parler maintenant de causalité. Ça, c'est une autre affaire. C'est avoir la corrélation, mais ne pas savoir si c'est A ou B qui affecte l'autre. Et là, on va se rappeler cette légende sur les couches de bébé, je ne sais pas si vous la connaissez. Ils se sont rendus compte, paraît-il, j'y crois pas beaucoup, je vous dirai pourquoi, c'est une légende. Mais nous utilisons cette histoire dans les cours de data mining. Qu'il y a un magasin, paraît-il, s'est rendu compte que les couches de bébé, les ventes de couches de bébé et les ventes de bière étaient corrélées. Réflexe du chercheur, c'est d'aller savoir pourquoi. Mauvais réflexe.
Parce que le magasin, le prétendu magasin Walmart, dans ce cas, est allé directement à l'action. Parce que nous, pas en philosophie, ils font information for education, mais nous avons information for action. Tu as de l'information, information is money, so we have to get money. Comment est-ce que Walmart a fait? Ils ont mis les couches de bébé et de la bière et les ventes ont augmenté, sans savoir pourquoi. Et ils s'en foutent d'ailleurs. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont allés faire doctorat pour se rendre compte que l'histoire étudie les gens, qu'en fait le magasin s'appelle Osco Drug, et que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais ça sert à un but. Quand nous donnons des cours de data mining, nous parlons même de corrélation entre les ventes de pyjamas et les ventes de boucles d'oreilles. Allez chercher. Les étudiants vont directement point sûr. Mais qu'est-ce que tu t'en fous, pourquoi? Action. Tu voudras peut-être savoir pourquoi tu fais une thèse doctorat et tu finiras, comme M. le Président de l'Université vient de nous le dire, après 5 ans peut-être. Une autre histoire, les chiens. Il paraît que les enfants qui vivent avec des chiens, des pet dogs, ont une résistance, ils forment une résistance à l'asthme respiratoire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des enfants qui vivent avec des chiens et des enfants qui ne vivent pas avec des chiens. Ils se sont rendus compte que les enfants qui vivent avec des chiens ont une résilience. Alors évidemment, l'étude était... Et ça a donné des publications. Et c'était dans le European Respiratory Journal, très respecté. Et ça a été débouté très rapidement parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, bon, on va vous poser la question. Si vous avez un enfant et que vous amenez un chien à la maison, et que vous vous rendez compte que l'enfant est allergique au chien, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez le chien. Vous débarrassez du chien. Les sionistes savent très bien faire. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous amenez un chien débarrassé du chien, de ceux qui n'étaient pas, ce sont ceux-là qui étaient allergiques déjà. Et donc, ceux qui restent étaient déjà résilients à l'asthme. Et l'étude était faussée par un manque de données, ce que j'appellerais vaillamment non-donnée. Et la non-donnée, c'est elle-même une donnée, comme dans ce cas. Et ça a été en 2012. Alors, il y a cette belle histoire que tout le monde connaît, mais je vais me faire un plaisir de raconter aussi, ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les Britanniques faisaient des crimes de guerre aussi. Ils allaient bombarder des villes civiles comme Dresde, qui étaient entourées par la TCA, vous savez, les canons qui tirent sur les avions. Et quand les avions reviennent, les Anglais se disent, bon, on va voir comment il faut renforcer la coque de l'avion. Alors ils se sont dit, bon, c'est là qu'ils tirent, hein, l'ennemi il tire là. Et on va renforcer donc ces régions-là. Et le statisticien, vous avez là, M. Abraham Wald, qui est un hongrois, il s'est dit, non, c'est faux. C'est pas là qu'il faut renforcer, c'est plutôt là où nous n'avons pas de projectiles. Parce que les avions qui ont des projectiles ne sont pas revenus parce qu'ils ont été abattus. Non donné encore une fois. Mais vous avez remarqué ici que c'est les moteurs qui ont touché. Alors qu'ici, les naïfs pensaient que les moteurs étaient exempts de tirs, de projectiles. Encore une fois, non donné. C'est les avions qui ne sont pas revenus. C'est comme les enfants qui n'ont pas de chien qui ont faussé les résultats. Alors vous donnez ça à un ordinateur, il va perdre la boule. Et vous pouvez donner des données sur tous les chiens, sur tous les enfants, sur tous les avions, il y aura toujours les mêmes conclusions fausses. On va faire un autre exercice parce qu'il m'amuse celui-là aussi. Concerne l'argent. La bière. Alors, ça peut être en face ou pile. Combien de choses pour soi pile face? 50% de ce côté-ci, 50% de ce côté-là. Alors, question. Si vous faites 99 fois pile, quelle est la probabilité de faire face à la 100e fois? Comme statisticien. 0,49. 999, 50%. Alors, quelle est la réponse? Vous avez eu le temps de réfléchir. 0, probabilité 0. Tout simplement parce que la pièce elle est truquée. C'est impossible. L'ordinateur aurait répondu comme vous. Peut-être que vous êtes déjà des ordinateurs. Mais ça, c'est les noms donnés encore une fois. Alors, c'est le sens commun ou le bon sens qui agit. Alors, le bon sens, en fait, je pense qu'on a perdu parce qu'il est dans la nature. Et je crois, moi, à la biomimétique, c'est imiter la nature. On va voir ce que la nature fait. J'espère que ça marchera, parce que ça, c'est un moment clé. Bon, regardez, c'est un orang-outan. C'est un animal qui est très intelligent, presque aussi intelligent que nous.
Il s'est rendu compte que c'est pas possible. Et que ça arrive, il y a un truc quelque part. Il a plus de bon sens qu'un ordinateur. Alors combien de temps il lui a fallu, lui, pour apprendre? Un enfant, il lui prend 5 minutes pour distinguer un chien d'un chat. Un ordinateur, il faut des millions et des millions d'images dans ces data training data. Alors, what data cannot do, and that's plenty of things already, let's keep on doing. Les ordinateurs n'auraient jamais pu détecter l'amour inégalé que Dante, vous connaissez Dante, il vouait à Béatrice, qui ne vit que 2 fois dans sa vie, le pauvre. Il l'a vu une fois, il tombait amoureux, il l'a vu une autre fois, son cœur a flanché. Et entre les deux, c'est toute une vie qui s'est écoulée, c'est Dante. Alors, donner ces données à un ordinateur, il ne devinera jamais qu'il y a de l'amour, pas plus qu'il ne devinera que c'est pas parce que tu vois ton mari tous les jours que tu l'adores. Alors tout cela, nous le savons. Samuel Bacharach, quand j'étais étudiant, en doctorat, je lisais ce numéro de Journal of Academic Review. What theory is not? Et à l'époque, nous étions intéressés, doctorants que nous étions, parce que ce que c'est qu'une théorie. Et pour lui, il va procéder par élimination. Il dit, what it is not, what it is not, what it is not, whatever remains is theory. Alors, qu'est-ce que c'est? References are not theory, diagrams are not theory, lists of variables or contracts are not theory, hypotheses are not theory. Même si vous le croyez, c'est pas vrai. And data are not theory. Il y a beaucoup de gens qui font de l'inductif, qui prennent des données et qui essayent de dégager des théories à partir de cela. La théorie prévaut, comme ça a été le cas pour Newton. Je ne pense pas qu'il a fait tomber 1 million de pommes, lui, pour savoir la vérité, la gravité. Et Einstein aussi, il a été élu par aucune planète pour clamer sa théorie générale de la relativité. Et donc, nous y réfléchirons. Dans mon domaine, Management Information Systems, Russell Ackoff a dit la même chose, mais pire, au-delà d'une certaine masse de données, la quantité d'informations baisse. À la limite, elle devient nulle. Alors j'ai longtemps hésité parce que traduire de l'anglais au français, c'est pas évident. Est-ce qu'information avec S ou information sans S? En arabe, nous n'avons pas de problème. Mais alem ou ma'loumet, la différence est là. Bon, j'ose quand même traduire ce qu'il veut dire, c'est que quelque part, la quantité d'informations, si multiple soit-elle, elle commencera à devenir inutile. Les économistes parlent ici de law of diminishing returns. Alors, ça c'est Ackoff. On va voir un peu un cousin, c'est Walid Zaba, qui est libanais. Et là, il ne parle pas. Mais je ne vais même pas essayer, je vais vous dire ce qu'il dit. Il parle de Google, training it on your data, and Google is not short on data. And every day they have terabytes of new data. They stopped training their translators because with more and more tera, more. Because in Google Translate, I know from inside information, at some point they stopped training it on new data, and Google is not short on data. Every day they have terabytes of new data. They stopped training their translators because with more and more more terabytes of data, the performance started to dip down. So they said, oh, that's the best we can do. Donc Russell avait raison, qu'en fait, non seulement ça atteint un plateau, mais c'est law of diminishing returns, c'est que plus tu as de terabytes, c'est plus la performance quelque part elle diminue. Et on parle ici de data. Alors c'était le 21 novembre, mais il n'a pas probablement écouté Sam Altman, qui quelques mois plus tôt, le 8 mai, était au MIT, et il a fait une déclaration assez époustouflante, à laquelle j'étais revenu plusieurs fois, à l'effet que, bon, on va l'entendre ce qu'il dit. Yeah, let's drill in on that just a little bit, because it seems like, regardless of the specifics, the trend is toward, as the models are getting bigger and bigger and bigger, the amount you can achieve is growing disproportionately to the model size. Does that sound right? Disproportionately to the model size, yes, but I think we're like at the end of the era where it's going to be these like giant models, and we'll make them better in other ways. It's the end of the era of giant models, and we're going to think about it in other ways. Ils vont changer de tactique, c'est pour ça que tout à l'heure vous avez dit GPT 4, 4,5, 5 peut-être, mais 6 certainement pas. Ils vont essayer de presser le citron au maximum parce qu'ils sont devenus commerciaux un peu. Mais je pense qu'il faudra maintenant penser à autre chose plutôt que les modèles des réseaux de neurones parce qu'ils sont arrivés à un plateau, comme vous l'avez dit. Alors, évidemment, on pense ce qu'on veut de tout cela.
Avec la recherche que nous avons des étudiants qui écrivent leur thèse grâce aux instruments que nous avons. J'écris des textes sans vraiment y réfléchir. Chaque fois que j'écris un texte, je demande à l'intelligence artificielle de me donner une référence pour ce texte et elle le trouve. On peut écrire un article en 1% du temps que ça prend. Qu'est-ce que ça va donner? Des thèses beaucoup plus rapides, des thèses que même l'étudiant ne sait pas de quoi elle parle, qui va soumettre ça à une revue. Et l'article va être évalué par une IA, parce que de l'autre côté, l'évaluateur, il fait la même chose. Et l'article va être publié sans que personne ne sache rien de ce dont il parle. Dans quel monde nous allons? Ben, c'est le débat, je pense, de cette conférence. C'est ce à quoi vous m'avez entretenu. Et le débat est lancé. Alors, le progrès est impossible sans changement. Vous allez dire, non, Halina, c'est pas bien, les AI, Khatar. L'IA, c'est comme ça. L'IA, c'est un tsunami. Ça avance, ça avance, ça avance. Et toi qui dis que c'est Khatar d'air, tu seras radié par l'intelligence humaine. Elle est là, c'est un tsunami, elle est là pour rester, pour une très simple raison. C'est une guerre entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, encore une fois, mais différentes versions. Il y a l'Occident représenté par les États-Unis d'Amérique, il y a l'Orient représenté par la Chine, et chacun d'eux veut d'amener le pion à l'autre. Il n'y en a aucun qui va s'arrêter parce que ce n'est pas un jeu auquel on s'arrête. On a déjà vu ça dans la guerre froide, et ça va continuer un bon moment, et l'IA va continuer à survivre, à vivre et à atteindre des sommets jusque-là. Il y a plein de choses que je voulais vous dire, j'ai dû abréger. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler, de parler de ça à une autre occasion. Voilà. Mon nom est Mohamed Louedi, non, c'est pas Mohamed, c'est Mohamed Louedi. Merci.